Bonsoir, je pense que ça fonctionne maintenant comme ça. Donc, rebonjour, premier live à vie, première fois en direct de ma cuisine en ce moment. Donc, capsule sur les blessures. Si vous avez des questions sur vos bobos, ça me ferait plaisir de vous répondre. Mais avant tout, sachez que évaluer une blessure, ça prend une bonne heure en clinique. Donc, nous, on a 6 cliniques de physiothérapie à Chambly, Delsun, Longueuil, Brossard, Saint-Jean et Laval aussi. Puis, si vous êtes plus loin ou si vous ne pouvez pas venir à nos cliniques, l'idéal, c'est vraiment de consulter un physio ou un médecin dans votre région. Donc, j'ai tellement pas réponse à tout non plus. Je suis en constant apprentissage, je fais beaucoup de formations et ça me fait plaisir d'essayer de répondre, de vous conseiller avec le plus avec mon expérience et la formation que j'ai faite. Mais j'ai tellement pas réponse à tout. C'est discutable, hein, tu sais, la recherche tout évolue, donc on peut en discuter aussi. Hein. Certains thérapeutes peuvent faire certaines approches avec certains types de blessures, d'autres thérapeutes font d'autres approches. Donc voilà, j'avais beaucoup de questions sur les fascites plantaires, donc beaucoup fréquent à la course à pied, les fascites plantaires, donc une douleur au fascia au niveau du pied. Donc c'est fréquent, surtout quand on court plus avant-pied ou si on s'entraîne trop, des fois c'est le pied va faire mal si on en fait trop vite. Donc, il y a la capacité du pied à une surcharge au niveau du stress mécanique. Donc, souvent, ça peut faire des douleurs au pied. C'est sûr qu'il faut éviter de courir dans les pentes, de monter une côte, d'être trop sur la pointe du pied quand on a une douleur comme ça. Souvent, on rencontre des chevilles raides, un talon, un mollet très raide aussi. Ça tire sur le calcanéum, donc, indirectement, ça va tirer sur le fascia plantaire par la suite. Hey, super, du monde qui apparaissent. Salut, Steph. Donc, ta question, c'est plus l'échauffement, je pense. Hein. Donc, on a regardé pas mal en clinique d'échauffement, je pense, d'autres fois. Donc, les fasciites plantaires, c'est des douleurs qui peuvent être assez longues. Surtout quand c'est là depuis longtemps. Plus la douleur est là depuis longtemps, plus c'est tough s'en débarrasser. On voit ça souvent où les épicondylites, le fameux tennis cerveau, c'est des douleurs des fois qui sont très difficiles, ça peut être long à guérir. Tout comme les tendinopathies du tendon d'Achille, donc en arrière de la jambe proche du talon. C'est des douleurs, des blessures qui sont assez complexes, vraiment. Là, c'est multifactoriel. Donc nous, en physio, quand on évalue une blessure comme celle-là, il faut tellement faire un scan de plein de choses. Par exemple, si quelqu'un a mal au tendon d'Achille ou dans le fascia plantaire, il faut faire une série de mouvements, une série de tests. Par exemple, une dysfonction au niveau du bassin, une dysfonction au niveau même du dos, parce que les vertèbres en bas du dos les nerfs partent du bas dos, ils vont jusque dans le pied. Des fois, quand ça fait longtemps qu'on a mal, il peut y avoir des raideurs, un manque de mobilité au niveau des nerfs. Donc, on fait ça des slumps, des SLR, et on peut mobiliser le système nerveux. Puis des fois, dans des douleurs qui sont là depuis super longtemps, ça peut être raide. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut regarder. Il faut qu'on regarde le contrôle aussi du pied au niveau de l'arche plantaire, donc l'activation des fessiers, la mobilité du pied aussi, les cunéiformes, c'est des petits os qui sont dans le pied qui peuvent être raides aussi. Donc, souvent, il y a un ensemble de plusieurs choses qui favorisent une blessure. C'est rare que c'est juste une chose. Donc, il faut faire vraiment du ménage. Douleur au mollet, nerf sciatique, on fait quoi avec ça? Donc, très bonne question, Nathalie. Est-ce que la première question, est-ce que tu as consulté pour ça? Par exemple, des gens qui pensent avoir mal au nerf sciatique, mais ça peut être, par exemple, la région lombaire qui réfère dans la fesse, comme mon collègue Stéphane Fournier a parlé dans une capsule à la radio. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une tension au niveau du pyramidal. Il y a plein de choses dans la région de la hanche. On a 35 muscles, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut vraiment se faire évaluer parce que tu peux avoir un problème de dos qui est causé par plusieurs choses, une mauvaise posture, des raideurs dans le dos. La cause peut être très différente, puis un traitement pour quelqu'un sera peut-être quelque chose de très mauvais pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est difficile par Facebook vraiment de donner un conseil sécuritaire comme ça. L'idéal, c'est vraiment de consulter, puis trouver un physio qui a une approche en thérapie manuelle, puis qui va regarder l'ensemble pour voir comment le dos réagit. Des fois, ça peut prendre 2 ou 3 semaines de traitement pour voir comment la blessure réagit, dans quelle voie il faut se diriger pour guérir, pour améliorer la condition.
Ah, j'ai consulté un kiné. Donc, vous êtes un kinésiologue ou un kinésithérapeute? Donc, vous êtes au Québec ou en France? Ça, j'avais beaucoup de questions aussi. Je vais regarder ma petite feuille ici. Des entorses aussi de la cheville qui persistent. C'est sûr quand on a une entorse de la cheville, surtout quand c'est un bon traumatisme, il faut regarder s'il n'y a pas une fracture. Et quand c'est éliminé, tout de suite faire de la physio pour diminuer l'enflure, puis diminuer la force d'inflammation. Si ça fait longtemps que c'est là, souvent on rencontre un manque de proprioception, un manque d'équilibre, de contrôle au niveau du pied, des raideurs aussi au niveau de la cheville, un manque de flexion dorsale ou un manque de flexion plantaire, comme pointer le pied comme une ballerine. Tout ça, il faut améliorer ça parce que quand on fait du sport, on a besoin que le pied bouge bien. Puis s'il ne bouge pas assez bien, si la cheville ne bouge pas assez bien, c'est sûr que on peut avoir des douleurs qui persistent. Une épaule disloquée, combien de temps la douleur peut rester? Ça a été disloqué sûrement en antérieur, j'imagine. Non, c'est du cas par cas. Hein. Souvent, les patients nous demandent ça va prendre combien de temps à guérir. Moi, je dis tout le temps au moins 4 à 6 semaines au niveau d'une blessure pour que le tissu devienne comme une fracture. Hein, ça peut prendre 4 à 6 semaines pour consolider. Des blessures, des fois, ça peut être plus court, des fois, ça peut être plus long. Il faut se donner du temps. Hein. C'est une bonne blessure, une épaule disloquée. Pour me garder en forme, je peux faire quoi pour un claquage au mollet sans aggraver la blessure? C'est sûr que tu veux éviter la course pour l'instant. Peut-être quelque chose, une activité de transfert comme de la natation ou du vélo, où tu as moins de mise en charge au niveau de la cheville. C'est super bon aussi de continuer de faire des exercices du haut du corps, même si on a une douleur au niveau de la jambe, pour justement stimuler le métabolisme et bouger toujours. Donc, même si tu as mal au mollet, je pense que tu peux quand même faire des activités avec le haut du corps et peut-être un petit peu de marche tranquillement. C'est sûr que dès que ça commence à faire mal, t'es mieux d'arrêter. Évite les pentes aussi. Déchirure du ligament croisant postérieur. Après combien de temps je peux reprendre la course à pied? C'est sûr, le ligament croisant antérieur, souvent, on a besoin d'une chirurgie. Des fois, non. Des fois, avec une attelle et des bons exercices, ça va bien. Mais le ligament croisé postérieur, les orthopédistes n'opèrent pas pour ça. En tout cas, j'ai rarement eu ça. Peut-être que quelqu'un pourrait m'aider pour ça. C'est sûr que tout ce qui est exercice de stabilité, donc le croisé postérieur, c'est un ligament qui empêche que le tibia recule vers l'arrière par rapport au fémur, tandis que le ligament croisé antérieur empêche que ça s'avance comme ça. Donc, comme tout entorse ligamentaire, on veut que le genou soit très mobile, donc que l'extension et la flexion soient complètes. On veut que les muscles soient assez forts autour pour bien stabiliser. Et on va avoir une bonne proprioception, un bon équilibre. Tout ça pour retourner au sport. Votre question, c'était après combien de temps je peux reprendre la course à pied? Vous allez pouvoir reprendre la course à pied quand le genou va être assez stable pour se tenir sur une jambe, faire quelques squats sur une jambe, parce qu'à la course à pied, on est de façon unipolaire. Vous allez pouvoir reprendre la course à pied quand le genou va être assez fort aussi. Donc, il faut un bon quadriceps, un bon ischio-jambier, assez fort pour la course. Une mobilité adéquate pour la course à pied. Donc, si votre genou n'étend pas jusqu'au bout, on a besoin d'une extension complète pour la course à pied. S'il ne plie pas jusqu'au bout, par contre, c'est pas si grave parce qu'on n'a pas besoin d'une flexion complète pour la course. Donc, c'est tout ça. Et dès qu'on a une blessure, il faut faire du ménage. Puis il faut que, en fait, idéalement, il faut qu'au moins dans la vie quotidienne, l'articulation aille bien avant de commencer à faire plus de sport puis aller un peu plus vite. Bon, non, nos papas. Pas mal de participation, c'était gênant. Là. Je me suis passé la chose dans la tête tantôt. J'étais stressé un petit peu pour le premier live. Mon genou crépite comme si on écrasait une bouteille d'eau vide. Lorsque je fais un squat, c'est quoi que ça peut être? Aucune douleur. Des fois, ça peut être la rotule aussi qui crépite un petit peu en antérieur. Quand on fait une flexion à l'extension, le genou bouge pas mal. Je ne sais pas si on peut voir ici. Si je prends ma rotule, par exemple ici, là, je la tiens bien. Et quand je descends, la rotule, elle est descendue à peu près d'un 5 ou 6 cm. Donc, des fois, ça peut crépiter. Moi aussi, il crépite beaucoup mes genoux, puis ça ne fait pas nécessairement mal. Des fois, un tape, ça peut aider aussi. Un tape neuroproprioceptif. Là, souvent, en clinique, on fait un test. Les gens font un mouvement qui fait mal aux genoux ou un mouvement qui la rotule craque un petit peu. On fait un tape, tout de suite, on compare, voir si c'est mieux. Puis souvent, ça fait un bon changement. J'ai oublié quelqu'un, on va augmenter. Je suis obligé de casser le poignet pour faire du back squat dû à un problème de coude.
Crois-tu que ça peut être problématique? Un back squat, peut-être un manque de rotation externe de l'épaule. Des fois, les gens ont les épaules raides. Et là, au lieu de déposer la barre comme il faut comme ça, avec l'épaule, ils n'ont pas assez de rotation externe, ils vont compenser en extension comme ça. Peut-être que c'est ça ton problème. OK, toi, tu disais plus coude. Tu sais, il y a des gens qui sont tout croches, puis ils s'entraînent avec pas les meilleures techniques au monde toute leur vie, puis ils n'ont pas nécessairement mal. T'sais, on voit des gens qui courent, puis ont le genou qui rentre par en dedans un petit peu, puis ils ont couru comme ça toute leur vie, puis graduellement, ils sont installés. Ils ont utilisé ce pattern de mouvement-là, puis ils ne sont pas blessés. Donc, est-ce que c'est si problématique? Je crois pas. Et si ça ne crée pas de douleur, puis c'est confortable quand tu fais ton squat, je pense que c'est correct. Peut-être que tu as moins une bonne stabilité. Par contre, si ton poignet n'est pas neutre en arrière, peut-être un moins bon transfert de force. Moi, j'aurais tendance à peut-être embarquer, essayer de garder quand même le poignet en neutre, puis de voir si tu peux pas augmenter la mobilité de ton coude puis de rotation externe pour améliorer ton poignet, c'est sûr. Là. À long terme, bonne question. Je sais pas ce que vous en pensez, là, si c'est problématique ou pas. Là. Quand je fais la course à pied, j'ai mal par la suite à la hanche et je suis incapable de retourner courir le lendemain. À la hanche, est-ce que c'est plutôt sur le côté ou plus en arrière? Donc, souvent, on peut voir l'attache des fessiers. Des fois, hein, en fait, on a une petite proéminence osseuse ici. Quand on fait des rotations, on peut sentir un os. Ça, c'est le grand trochanter. Puis, il y a beaucoup d'attaches musculaires. Quand on court... salut Julie, salut. Quand on court, on peut avoir... plus on fait des grands pas, souvent même plus les tendons ils peuvent frotter proche du grand trochanter. Donc, peut-être que cette douleur-là pourrait être au niveau d'une attache du fessier, par exemple, sur la hanche. Puis, des fois, en faisant des plus petits pas, plus doucement, il y a moins de frottement au niveau de la hanche. Essayer de ne pas courir en montagne non plus. Donc, de faire du plus petit pas, souvent, ça peut aider. Je vais juste regarder si c'était là. Plus arrière. Donc, plus au niveau de la fesse. Encore une fois, ça peut tellement être plein de choses. Ça peut être la région lombaire qui réfère là. Ça peut être sacro-iliaque. Ça peut être une attache d'un fessier. Ça peut être tellement plein de choses. L'ischio-jambier aussi qui est là. Il faudrait voir vraiment la technique de course, le type de surface d'entraînement, le type de soulier. Tout voir la biomécanique pour bien répondre à ça. Il y a souvent des impatiences dans les jambes, douleurs diffuses, tu gères à quoi pour soulager? Comme une fatigue, j'imagine. Douleur par-dessus des mains. Sophie dit qu'elle a une douleur sur le dessus des mains, même les gens en flou, surtout le matin. Perte de force musculaire. Ah ouais, une perte de force, pas de signe d'affection. Ce sont, ma doc, ce sera au niveau du cou, raideur, poussement d'une mauvaise position pendant le sommeil, dormir sur... Ah ouais, on a le plexus brachial, puis ça, c'est toutes les nerfs dans le bras, en position d'étirement exact pendant plusieurs heures, c'était pas l'idéal. J'ai encore mal aux mains, perte de force musculaire. Ah oui, c'est sûr que des compresses froides, ça peut être bon aussi. J'aime mieux du froid que du chaud dans un cas comme ça. Il faudrait voir la mobilité de ton cou ici, voir la souplesse au niveau de petits pecs, grands pecs. Des fois, un défilé thoracique, c'est quand les nerfs ou tout ce qui est ici, les vaisseaux sanguins, ça peut être comprimé. Des gens qui sont, par exemple, qui travaillent les mains dans les airs, comme ça. Il faudrait voir ta souplesse de tout ce qui est en avant, voir la mobilité de ton cou ici, voir si tu n'as pas des raideurs, à quel point tu peux tourner ta tête, la mobilité dans ton haut du dos. C'est sûr qu'une meilleure position de sommeil, ça peut aider aussi. En faisant, on teste aussi les ULNT, pardon, c'est pour voir la mobilité au niveau des nerfs, par exemple, comme ça. C'est pour voir le nerf médian, le nerf du tunnel carpien. On peut faire d'autres tests pour voir le nerf lunaire, le nerf radial aussi. Donc, plusieurs choses, Sophie. T'es mieux de me voir, ça fait longtemps qu'on s'est vu, là. Oui, fatigue. Bonne question. Je suis pas un pro pour quand on est fatigué. Évidemment, après avoir fait un effort physique, c'est sûr que on peut ressentir une petite fatigue. Il y a tout le temps le foam roller qu'on passe souvent, mais est-ce que ça améliore vraiment la récupération ou ça fait juste diminuer la sensation de fatigue sans nécessairement avoir récupéré? C'est une bonne question. Faudrait que je m'informe là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez aussi. Il faudrait que je regarde quelques articles pour ça. Assez bonne souplesse, sauf cou raide. Exact. Donc, il faut que tu travailles ton cou. Fais attention aussi, si tu fais un travail de bureau, de ne pas avoir la tête trop projetée en avant. Ça met beaucoup de tension au niveau du cou. De temps rentrer le menton
de t'allonger comme si tu avais une tige qui tire ta tête vers le haut. On va regarder si j'ai répondu à tout le monde. Sinon, aussi, je voulais en parler des exercices de chaîne ouverte versus chaîne fermée. Les gens qui ont des problèmes au niveau des articulations, par exemple, à l'épaule, tout ce qui est chaîne ouverte serait plutôt, par exemple, un dumbbell press quand on pousse ou un bench press. Des fois, c'est moins confortable pour les articulations que ce qui est chaîne fermée. Chaîne fermée, c'est par exemple que là, la main est en pouce est fixée et là, on se push comme un push-up. Ça, c'est une chaîne fermée. Donc, tout ce qui est leg extension, par exemple, quand on allonge les jambes comme ça, c'est en chaîne ouverte. Des fois, ça fait plus de cisaillement, plus de douleur au niveau des articulations par rapport aux genoux. Et tout ce qui est chaîne fermée, un squat ou un lunge, souvent, ça fait moins mal. Donc, pour plusieurs articulations, ça peut aider. Exemple, un pull-down, tirer la barre vers le bas versus se tirer vers le haut en chin-up. Donc, chaîne fermée versus chaîne ouverte. Tendinite, tendon d'Achille, on a parlé un petit peu. Fascie plantaire, douleur au cou. Quoi faire dans le cas d'une entorse au genou? J'avais eu cette question-là de tantôt. Évidemment, éliminer la fracture le plus possible. On va voir le médecin, voir surtout s'il vient d'avoir un trauma, si c'est enflé. Puis par la suite, on veut travailler sur nos problèmes, la proprioception, la mobilité, le renforcement, le retour au sport de façon graduelle. Après ces exercices, nous, en fusion, on travaille la thérapie manuelle pour augmenter l'amplitude de mouvement. Toujours. Merci pour vos commentaires. Donc, j'ai pas l'habitude de faire des lives comme ça. Est-ce qu'il faut que je reste et j'attends que le monde... Ça fait un trop long vidéo. D'habitude, j'essaie de faire des vidéos dans le bas d'une minute parce que le monde ne les regarde pas. Donc, je vais attendre, j'imagine. Allô, allô? Exercice pour assouplir le bas du dos, arthrose pour éviter de pogner en pain. C'est ça, il faut voir le problème de l'arthrose. Souvent, j'avais écrit un post là-dessus. Hein. Il y a des gens qui ont beaucoup d'arthrose, puis ils n'ont pas nécessairement mal. Puis il y a des gens qui ont très mal, puis ils n'ont pas d'arthrose. Donc, arthrose ne veut pas dire douleur nécessairement. C'est pas proportionnel. Donc, peut-être vous faites un petit peu d'arthrose, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le bas de dos bouge. Donc, quelqu'un qui est arthrosé, mais que son bas de dos est flexible. Tu sais, on voit des personnes plus âgées qui font du yoga puis ont pas mal. Puis je suis convaincu qu'ils ont quand même de l'arthrose dans le cou ou dans le dos. Donc, pour assouplir le bas de dos, ça dépend tellement, encore une fois. Un exercice peut être super bon pour un problème de bas de dos puis néfaste pour quelqu'un d'autre. C'est toujours difficile par Facebook avec l'ordre de la physiothérapie aussi qui déconseille. On peut pas traiter par Facebook. Donc, il faut voir, tu sais, quelqu'un, par exemple, de l'arthrose, puis que toute la journée, on est en flexion, en posture assise. Nous, on donne souvent des extensions McKenzie, par exemple, de venir arquer le bas du dos vers l'arrière. Ça peut venir soulager, un peu comme quand on fait une longue route en voiture, puis qu'on va à Montréal, à Québec, ça en passe souvent, on fait une extension du bas du dos. Ça soulage, ça donne un petit peu plus de mobilité vers l'arrière, ça fait du bien. Ça, c'est des cas, des fois, qu'on peut aider, qu'on peut faire pour soulager les patients. Tout ce qui est traction, des fois, ça peut aider, se suspendre doucement sur une barre ou pour venir essayer de dégager les vertèbres. Des fois, on peut leur montrer aux patients comment se faire eux-mêmes avec une table ou avec 2 barres où on peut laisser tomber le bassin. Plusieurs choses qu'on peut faire pour un cas d'arthrose. C'est vraiment, en fait, du cas par cas. Ah, merci Valérie. C'est courageux de donner des commentaires. Ça connaît. Exact, c'est pour ça que je donne des conseils généraux. Puis toujours, l'idéal, c'est de consulter un physio ou un médecin. Et physiothérapie, en passant, c'est accès direct. Donc, vous pouvez venir sans avoir vu un médecin. Puis nous, on procède à l'évaluation comme avec toutes nos connaissances. Comment prendre en charge un conflit antérieur de hanche? Bonne question. Il faudrait voir pourquoi ce conflit-là il existe. Ça peut être anatomique, que la hanche bloque. Comment elle est faite, il peut y avoir un accrochage en avant. Ça peut être un manque d'activation des fessiers qui stabilise l'articulation. Ça peut être beaucoup de tension en avant dans la chaîne antérieure, comme le tenseur du fascia lata qui cause ce problème-là. Ça peut être de l'arthrose aussi. Du cas par cas, il existe des façons de venir dégager la hanche, de venir tractionner cette région-là.
je sais pas, est causé par quoi le problème. Mais souvent, tout ce qui est activation fessier, relâcher le pyramidal, relâcher les fessiers aussi, ça peut aider, vraiment. Là. As-tu parlé de douleur au cou? Oui, les chantages, j'en ai parlé un petit peu. Les douleurs au cou, il y a tellement de stock avec nos 7 vertèbres cervicales, on a beaucoup de muscles. Ça peut être causé par la posture, des raideurs. Il y a beaucoup d'articulations, les articulations facétaires, les articulations aussi entre les corps vertébraux des vertèbres. Il y a tellement de stock. Il faut faire attention toujours. Par exemple, si on conduit et on a la tête trop projetée vers l'avant, c'est sûr qu'on a moins de rotation que si on se grandit et on rentre un petit peu le menton, on peut aller un petit peu plus loin peut-être. Le retour à l'entraînement suite à une subluxation de l'épaule, entraînement assisté powerlifting, haltérophilie. Une subluxation antérieure, j'imagine, Nicolas? Il faudrait voir si ça affecte combien de fois que ça arrive. Quand ça arrive trop souvent dans une année, on aime moins ça. J'éviterais toujours ce qui est la position d'instabilité de l'épaule, c'est abduction, rotation externe, où là, les ligaments sont dans une position d'instabilité. Donc, peut-être que c'est à éviter tout ce qui est snatch, les arrachés. On est exactement dans cette position-là. Ou un bench press trop large, parce que je vois que tu fais du powerlifting. Donc, dans tous les cas, là, dans toutes vos questions, il y en a tellement des questions générales de toutes sortes. Évitons, toujours, on ne veut pas aller dans la douleur. Des fois, un léger inconfort, ça va, mais ne pas aller dans la douleur, c'est sûr. Il faut que les exercices restent toujours confortables, que ça reste confortable. Plus on va dans la douleur, plus c'est difficile de s'en débarrasser. Donc, je dirais de faire tes mouvements graduellement, puis dès que tu as un inconfort, une douleur, là, ça peut être un choc électrique, un accrochage, une sensation de brûlure, tout ça, c'est des choses qu'on veut éviter. Donc, si ça arrive, essayons de voir pourquoi. Merci Sophie, à très bientôt, j'imagine que tu vas souper, bon appétit. Absolument, conflit sur effet CAM. Oui, ça c'est pour la hanche, exact. Ah, Nancy, bonjour. Salut Mathieu, félicitations pour ton nouveau gym. Ah, salut David. Salut, si mon problème de genou a été soulagé par l'injection de cortisone, est-ce que je devrais en avoir dans une zone de temps en temps où ça peut avoir réglé le problème pour de bon? Des fois, l'infiltration, ça peut aider quelques mois. Je pense que pour les l'épicondylites, c'était prouvé que ça aidait plusieurs mois. Il faudrait que je regarde mon étude, 4 à 6 mois, il me semble, puis souvent la douleur revenait. Donc, ça aidait beaucoup à court et moyen terme. Idéalement, on voudrait que tu n'aies pas besoin d'une autre, puis de reprendre le sport de façon graduelle, puis regarder c'est quoi qui a causé ça. Peut-être quand c'était vu. Pourtant, tu avais un bon contrôle au niveau du genou, tu avais une bonne mobilité, une bonne souplesse. Peut-être que tu avais poussé un peu trop la machine, puis ton genou s'était irrité à cause de ça. Il faudrait voir aussi la récupération, aussi le sommeil, alimentation aussi. Donc, l'idéal, ce serait de... Ou ce serait pas que tu en aies besoin d'une autre éventuellement. Il faudrait voir, je pense que tu avais vu un orthopédiste. Mais il faudrait éliminer la cause qui a amené ça, je pense. Un peu plus graduellement. Peut-être voir si tu peux pas faire juste de la course toute l'année, de varier un peu plus les activités peut-être. Bonne question. Il faudrait qu'on y réfléchisse aussi. C'est compliqué, bien sûr, pareil. Hein? C'est pas un oui ou un non. C'est tout le temps débattable. Comme je disais, moi, mes collègues, on a chacun nos façons de travailler. On est pas à plein de physio dans nos 6 cliniques. Puis un cas, ma collègue pourrait faire un traitement différent. Moi, je vais faire mon traitement. Puis on se discute. Toutes les blessures, c'est discutable. Puis tout le monde. Il n'y a personne qui a une réponse à tout, je pense. Hein. De toute façon, si je suis pas sûr avec vos questions, ça me fait plaisir de vérifier aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David, en tant qu'expert en biomécanique? Ah, bonne nouvelle. Super. Ah oui, j'avais une question aussi sur la bandelette iliotibiale. C'est le côté extérieur du genou ici. Donc, une douleur là. Souvent, on voit ça chez les gens qui font des trop grands pas à la course à pied. Donc, il y a plus de mouvement, plus de frottement au niveau de la bandelette. Les gens qui ont moins de contrôle au niveau de la hanche, au niveau du genou. Des fois, on peut voir des chevilles qui sont raides aussi, dans des cas comme ça.
C'est fréquent aussi ceux qui font beaucoup de pentes de montagne. Souvent au Spartan Race, à chaque année, on voit des athlètes qui sont super bons, qui n'ont pas de blessures. Puis quand ils se mettent à courir en pente au Spartan Race, ils ont été à A au Z, les douleurs comme ça apparaissent parce que c'est un autre patron de course en montagne. Donc, il faut toujours, si par exemple on fait une longue sortie ou une sortie en montagne, qu'on n'a jamais fait ça, c'est sûr ça peut créer des syndromes de la bandelette iliotibiale. Donc, faut être spécifique à ce qu'on veut faire. Donc, si vous avez un défi qui va être en montagne, il faut vous entraîner en montagne une bonne majorité du temps. Le dos peut référer là aussi. L4, L5, au niveau du bas du dos, on peut voir un manque de mobilité, par exemple, dans le bas du dos. Ça peut favoriser une douleur au niveau de la bandelette. Plein de bonnes choses qu'on peut voir. Un tape, ça peut aider aussi pour ça. Comme tout est éliminé, ce qu'on vient de dire qui pourrait causer ça, mais un tape, on a une capsule sur notre site accessphysio.com qui montre comment faire un tape de bandelette. Ça fait vraiment du bien. Souvent, nos patients en font et ils trouvent qu'on peut, ils peuvent courir avec beaucoup moins de douleur avec ça. J'ai pas entendu un coup. C'est un super live, t'es passé. Merci beaucoup, Valérie. Très gentil, merci beaucoup. J'essaie de voir si je n'ai pas oublié quelqu'un. La hanche, on a parlé. Les douleurs la nuit. Je pense que j'avais répondu à tout le monde pour ça. Bonjour Ève, bonjour Nicolas, bonjour Suzanne. Hey, c'est fun la participation. Merci beaucoup, gang. Vraiment, là. C'est du Gatorade en passant. Pas trop de. Beaucoup d'eau, puis un petit peu de Gatorade parce que c'est pas mal sucré. Qu'est-ce qui est fréquent? J'en reçois beaucoup de questions. J'avais quelqu'un en France. J'allais revoir le message ici. Quelqu'un en France qui m'a posé une question. Ah oui, il y avait quelqu'un qui m'avait dit pour quelle raison devrait-on recommander à un patient de viser une technique plus talon quand on court? Parce que j'avais mis un post il n'y a pas longtemps sur l'attaque, enfin on a plus à pointe du pied, avant-pied, talon proprioceptif et on a attaque talon qui freine un peu plus. Pourquoi on voudrait favoriser quelqu'un qui court talon? Donc quelqu'un qui court talon depuis super longtemps, puis ça va bien, il n'y a pas de blessure, il est confortable. Donc ce genre de personnes-là, on veut favoriser qui court au talon. Il est bien comme ça. Si on change de technique de course, on est à risque de le blesser, donc on garde talon. Puis il y a des gens aussi qui, quand on les fait courir avec des souliers et quand on les fait courir nu-pieds, ils sont tout le temps plus confortables de courir sur le talon, même sur l'asphalte, pieds nus. Donc, puis de les faire courir avant-pied, ils sont vraiment pas confortables. Donc, on est mieux de les laisser dans un patron de course qui est confortable pour eux. Donc, ce genre de gens-là, on pourrait favoriser une attaque plus talon, évidemment. Là. Toujours, il y a un facteur de risque. Peu importe la technique qu'on court, hein, souvent l'attaque avant-pied a une mauvaise réputation parce que des gens se sont blessés. Puis si on est un marathonien qui court sur le talon et qu'on change pour avant-pied, il faut y aller de façon graduelle. Donc avec un prendre fractionné par exemple. Et l'inverse aussi, si on court avant-pied depuis longtemps et on désire courir talon, dès qu'il y a un changement, il faut qu'il y ait une adaptation au stress mécanique. Donc, tout le temps y aller de façon graduelle. Les gens se blessent souvent en course à pied parce qu'ils en font trop vite. Ça, on va en parler dans notre super conférence au salon de la course qui s'en vient en mars à Montréal. Est-ce que vous avez d'autres questions? Meilleur exercice de mobilité talocréale à faire seul. C'est vrai, toi, je pense, Matt, c'était ta flexion dorsale qui était limitée.
quand on s'était vu au Sport and Race, si je ne me trompe pas. Là. Donc, talocuralis, c'est l'articulation au niveau de la cheville, juste en dessous du tibia. On peut avoir des raideurs au niveau de la cheville ici. Talocuralis, c'est le talus, l'astragaire qui peut être raide. Le meilleur exercice de mobilité. Donc, cette articulation, elle permet la flexion plantaire et la flexion dorsale. Donc, c'est de mobiliser ça. Par exemple, la flexion plantaire, qu'est-ce qui est fun, c'est venir s'asseoir sur nos... C'est difficile à démontrer, mais de venir s'asseoir, par exemple, comme ça, tranquillement, sans douleur, de mobiliser la cheville comme ça. C'est plus la flexion dorsale qui est limitée. J'aime bien les exercices de mise en charge en flexion dorsale, puis venir tirer le talus, l'astragaire avec un élastique en postérieur. J'ai fait plusieurs vidéos par rapport à ça. Ou même tirer le tibia vers l'avant avec un élastique par rapport au talus. Sinon, j'aime bien aussi, il faudrait que je te le montre plus tard, après avoir mobilisé les articulations, soit en thérapie manuelle, en physiothérapie ou avec les exercices, c'est bon de renforcer la nouvelle amplitude de mouvement pour que le corps utilise cette nouvelle amplitude de mouvement-là. Parce que si on est plus mobile, plus flexible, mais qu'on ne renforce pas cette nouvelle mobilité-là, le corps ne l'utilise pas tout le temps. Donc, j'avais fait un mouvement, tu sais, qu'on vient s'asseoir, le talon collé contre le mur, en posture assise, puis on essaie de décoller les orteils du mur pour tirer en flexion dorsale. Puis plus tu plies ton genou, plus c'est difficile. On peut renforcer cette position-là, je te l'enverrai tantôt. Il faudrait voir aussi au niveau du pied, voir la mobilité cuboïde, cuniforme aussi, qui peuvent être raides. Dans certains cas de cheville raide, d'empêcher un bon mouvement de flexion plantaire ou flexion dorsale. Quelles sont les limites de la thérapie manuelle dans la prise en charge d'une lombalgie aiguë? Bonne question. Je ne suis pas un expert en thérapie manuelle. J'ai suivi plusieurs cours. Je voudrais voir avec quelqu'un qui est un expert dans le domaine. Bonne question toujours. Ça dépend de quelle sorte de lombalgie c'est puis de quel traitement en thérapie manuelle. Il y a tellement d'approches en thérapie manuelle. Il faudrait que j'y réfléchisse pour cette question-là. Mais c'est sûr, nous, en clinique, on en voit beaucoup des lombalgies aiguës, puis on peut faire un bon changement en venant relâcher beaucoup les tensions myofaciales, venir mobiliser les tensions neurales tranquillement, venir faire des tractions lombaires, toujours avec l'enseignement beaucoup de la posture, même référer en ergothérapie pour des cas comme ça. Là, c'est sûr, votre question, c'est plus thérapie manuelle, je suis d'accord. Bonne question. Je pense qu'un traitement, c'est tellement plein d'approches qu'on peut utiliser. Moi, je crois en ça, la thérapie manuelle pour une douleur aiguë. En tout cas, le plus tôt possible, on prend en charge la douleur, le mieux c'est sûr. Merci beaucoup, Chantal. Tes conseils m'ont beaucoup aidé pour un syndrome fémoro-patellaire. Ouais, exact. C'est vraiment fréquent, surtout chez les filles, les femmes, je ne me trompe pas. Donc, le syndrome fémoro-patellaire, c'est une douleur en avant du genou, au niveau de la rotule, souvent présent dans les squats, quand on descend les escaliers, quand on monte les escaliers, à la course aussi. Ça peut être, la douleur au genou peut être là aussi quand on est au cinéma, le signe du cinéma ou en avion, quand le genou est en position fléchie. Il y a plus de compression sur la rotule, donc souvent on a plus de douleur, puis il faut allonger la jambe. On voit ça souvent. Donc, c'est pas des problèmes qui sont compliqués, mais des fois ça peut être complexe quand quelqu'un a mal depuis très, très longtemps. Il y a plusieurs choses à corriger pour ça. Hey, merci beaucoup, gang. C'est fun de participer comme ça. Je suis en train de souper et j'en ai manqué des bouts. Tu vas le partager, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir, Stéphanie. Je vais le partager après. Bon appétit. Qu'est-ce qui pourrait causer des claquements du nerf lunaire au coude lors d'une extension, même avec une bonne mobilité? C'est nouveau, je sens un claquement des deux coudes, mais sans douleur. Seulement un léger inconfort. Et donc, j'imagine dans la gouttière ici, en médial, que tu sens. Là. C'est quand tu fais une... Juste relire ton commentaire. Lors de l'extension. Hey, regarde ta position de l'épaule aussi. Je pense que peut-être que ça pourrait influencer un manque de mobilité au niveau de l'épaule. J'imagine que c'est pas l'idéal aussi. Manque de mobilité au niveau du coude, voir tes pronations, supinations, en extension, en flexion. J'aimerais ça regarder un cas comme toi, voir la mobilité du nerf aussi, avec le ENT3, voir le cou ici. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont fait du ménage, un cas comme ça. Là. Salut Dan, j'ai lu sur un blog de postologie que les gens avec pieds plats étaient plus à risque de posture voûtée. Tu veux dire voûtée en syphose, en flexion en avant comme ça? Ça se pourrait. Est-ce qu'il y a vraiment une étude, une recherche qui a parlé de ça? Et on voit souvent même des gens qui ont des pieds plats et sont tout à fait fonctionnels, des super athlètes aussi.
Ce qui m'intéresse toujours, c'est voir comment ça bouge, si la personne a une bonne mobilité au niveau du dos, au niveau du bassin, au niveau des nerfs, au niveau de la cheville, au niveau du genou. As-tu remarqué ça dans ta pratique? En fait, des fois, on voit des pieds plats avec des iliaques antériorisés. Ça fait une fausse jambe plus longue, que le corps cherche à raccourcir la jambe. As-tu remarqué ça? Pas vraiment. Faudrait que tu m'envoies ton blog. Je serais curieux de lire exactement ce qu'il voulait dire par là. Bonjour, messieurs. Bonsoir, en fait. Je commence à faire noir déjà. Hein? 33 minutes. Mon Dieu. Mon Dieu que je parle. Comment ça va ton pied, Matt? J'ai vu ta photo sur Marcheur et coureur du Québec. Tout est tellement discutable pour les blessures comme ça. Ce que j'aime faire, puis les physios de mon équipe, c'est justement de tellement dans toutes les blessures comme ça, de tellement regarder plein de choses. Quelqu'un peut avoir mal au pied et finalement, c'est une dysfonction au niveau du bassin, un manque d'activation de certains muscles au niveau de la hanche qui fait qu'on a un mauvais contrôle dans le membre inférieur et le pied va faire mal. Donc, il ne faut pas se fier juste où ça fait mal. C'est ça qui est le fun des blessures. C'est tant des petits défis. Il faut se creuser la tête. Super bien. Excellent. Merci, Matt. Une chose, j'ai fait du ménage dans la cuisine tantôt. Phew. J'avais une autre question aussi de Lucie Veilleux. Euh, Tantôt, j'avais mis une photo d'un exercice avec un TRX, donc les sangles, j'étais sur un coude appuyé. Puis le but, en fait, de l'exercice, c'est de pousser, de faire une protraction avec l'omoplate, donc pour venir activer le grand dentelé. J'étais sur un bras pour activer encore plus mes stabilisateurs. Ça se fait bien sur deux bras comme ça. Donc, au lieu d'avoir des fois, on voit les fameuses scapular push-ups avec les coudes. Je ne veux pas compenser en flexion et extension du coude. Et je le montrais, j'aime bien la variante avec les coudes comme ça. Donc, on ne compense pas avec les coudes parce que les coudes sont pliés. Donc, on peut faire des longues séries vu que c'est un muscle stabilisateur. Je vais mettre une vidéo bientôt aussi de ce mouvement-là, si tu veux. Taping sportif, après combien de temps on considère que son efficacité disparaît? Quelle sorte de taping? Tu as des tapings qui stabilisent ou qui activent, qui soutiennent aussi ou qui empêchent d'aller trop loin dans un mouvement? Quelle sorte de taping tu parlais surtout? Bonjour Joanie. En fait, je pense que plus on a besoin plus on a besoin du tape, on devrait continuer de le faire. D'avoir un taping, ça, des fois, ou une chevillère ou une attelle, des fois, on a peur que ça réduise, qu'on soit plus à risque de blessure parce qu'on travaille moins. Mais je suis pas sûr que c'est prouvé, mettons, qu'un taping ou une chevillère, à long terme, ça diminue la force ou que ça fait travailler moins la cheville, par exemple. Je pense que plus l'articulation a besoin d'être soutenue, plus c'est une bonne idée finalement. Là. Donc, après combien de temps on considère que son efficacité disparaît? Au besoin, du cas par cas. Si on essaye, par exemple, quelqu'un qui a un taping au niveau de l'épaule, par exemple, puis on veut voir si il est encore utile son taping, au lieu de l'enlever dans un match important, on pourrait ne pas le taper pendant une pratique ou un événement moins important. Puis si ça va bien, après on pourrait le tester dans un match ou quelque chose de plus important. Donc, de le tester dans une situation moins importante, je dirais. Puis, puis si on a besoin de le faire, bien sûr, dans une situation plus importante, un match plus important. Hey Victor, bonsoir! Quelle belle surprise!
Ça fait plaisir, Alex. Tout est discutable. Ça me fait plaisir d'entendre ton opinion aussi par rapport à ça, là. Pardon, je vais regarder un petit message ici. Est-ce que j'avais répondu à tout le monde? J'avais des questions sur ma page privée, page de physio aussi. Je les avais pris en note ici. On va regarder pour être sûr. Il y avait quelqu'un qui avait une question sur le plexus brachial aussi, un syndrome. J'ai pas des douleurs, j'ai pas des blessures que je vais rencontrer souvent. Donc, si tu as une faiblesse musculaire au niveau des muscles qui sont énervés par le plexus brachial, c'est vraiment d'y aller graduellement, de renforcer selon tolérance, de gagner d'endurance, bien sûr. Mais c'est pas des cas que je suis super à l'aise, j'en ai pas vu tant que ça. La course de petite distance va-tu nuire à mon inflammation du fascia? C'est sûr que ça fait mal. T'es peut-être mieux de réduire l'intensité, le volume d'entraînement. Mais t'es mieux, ça c'est prouvé pour les blessures, c'est mieux de courir pour prévenir les blessures, de courir souvent, mais moins longtemps que courir pas souvent, trop longtemps. Donc, pour ta blessure, Matt, oui, je serais d'accord. La course de petite distance, souvent, ce serait mieux pour ton pied que courir trop longtemps, un trop grand volume, peu souvent. Et si ça fait mal, en fait, tu vas arrêter avant que ça commence à faire mal, c'est sûr. Bonjour Maud. Alors Maud est ma collègue ergothérapeute à Chambly. Elle est excellente. C'est fun que tu sois là. Marianne, bonsoir. Marc-André, bonsoir. En tout cas, la vidéo sera toujours présente. Donc, je ne sais pas si on peut écrire des commentaires après, puis j'imagine on peut la partager. Puis, si d'autres personnes qui ont des questions, tout ça, peut-être que ce serait une formule intéressante, des live accès physio les dimanches où il y a plein de personnes qui font ça. Ça va super le fun de faire ça. Ça me ferait plaisir de vous aider une autre fois aussi. C'était moi pour le syndrome. Help, please. Ouais, il faudrait que je m'informe. Mon cours de neuro est assez loin pour un cas comme ça. J'en ai pas vu souvent. Puis, tu as vu un médecin pour ça, j'imagine. Puis, tu as parlé des échauffements avant la course. Hey, sinon, j'avais fait une capsule par rapport à ça. Il faudrait que je te la montre, Steph, aussi. Euh, c'est sûr que le meilleur moyen de se préparer pour la course, j'aime beaucoup la course sur place, pieds nus aussi, pour activer la proprioception, l'équilibre au niveau du pied. On peut mettre un métronome, courir sur place. Il y a des tunes avec des cadences de pas qu'on peut cibler sur YouTube. Sinon, tout ce qui est immobilisation des chevilles, immobilisation du genou, de la hanche, j'adore ça. Pour la course, activer un peu les fessiers. Il y a des centaines d'exercices pour ça, là. Des fois, on est comme perdu. Il y a tellement d'exercices d'échauffement, il y a tellement d'étirements, d'exercices de mobilité, de mouvements de yoga. L'idéal, c'est de faire ceux qu'on est confortable, finalement, puis de les progresser tranquillement. Peut-être toujours éviter les étirements statiques pour ne pas endormir les muscles avant la course à pied, c'est sûr. Ah, je suis content, Matt, que ça ait bien été. Parfait. Si j'ai pas d'autres questions, je vais finir mon petit Gatorade tranquille. Puis on a une super journée, une super semaine remplie de plein de passants chez Accès Physio. Si vous avez d'autres questions, on a notre site web accèsphysio.com. On a plein d'informations, plein de capsules. On a un blog qui s'en vient. On va mettre plein d'informations si ça vous intéresse. Si on pourrait se refaire ça, une formule comme ça, blog. Je savais pas que le monde allait participer autant. Au début, j'étais un peu intimidé. En fait, j'aime mieux être intimidé qu'un gros midé par rapport à mon premier live. Mais en tout cas, ce serait fun de refaire ça bientôt à la gang. J'attends encore quelques secondes, voir s'il n'y a pas des gens qui ont des idées de questions. Sinon, on pourrait se reprendre à un prochain rendez-vous. Juste comme ça, vous venez de où surtout? Hein? Est-ce que vous êtes plus de la Rive-Sud, de Montréal? Il y a des gens de Québec aussi, je pense. Il y avait quelques Français qui m'avaient écrit. Ça fait un peu loin. Le yoga peut aider pour la course. Hey, ça fait super plaisir, Steph. Merci encore pour ton beau commentaire sur Google Avis. C'est trop gentil. Le yoga peut-il aider pour la course? La meilleure façon d'être bon en course à pied, c'est de faire la course à pied. La meilleure façon d'être bon au bench press, c'est de faire du bench press, vice-versa. Mais moi, je pense que c'est important la santé aussi globale. Puis,
La course à pied, on est dans une petite amplitude de mouvement, c'est un mouvement répété. Je pense que pour être en santé, être mobile, être flexible, bien bouger, prévenir les blessures, je pense que c'est une très bonne un bon ajout qu'on pourrait faire le yoga en plus de faire la course à pied, là, tellement. Donc, c'est un bon complément, là. Et c'est bon aussi, le yoga, pour être plus zen, pour apprendre à plus relaxer. On est souvent en mode activation, la course, justement, c'est plus d'adrénaline, des endorphines, et c'est bon de mettre le système nerveux à plus à off, système nerveux parasympathique. Donc, je pense que le yoga pourrait être une bonne idée, tout à fait, c'est sûr. Montréal français, ah, bonjour, je suis de Longueuil. Allez pas de tacler, oui, très belle ville, Longueuil. Ah, les sauts sur la boîte, les fameux box jump, pour sauter haut, il faut être rapide, il faut avoir une bonne technique et il faut être fort. Les gens qui ont plus de fibres lentes au niveau musculaire, puis ils sont plus bons en endurance, moins en puissance, donc il faut pratiquer la vitesse. Par exemple, si on prend les filles, vous êtes plus endurantes souvent par rapport aux hommes. Par exemple, une fille qui fait un back squat avec 100 livres, mettons que c'est son maximum. Si elle prend la moitié, mettons 50 livres, elle peut en faire beaucoup plus que si un homme, c'est 200 livres son max au back squat, puis il met 100 livres, il va en faire moins au niveau proportionnel. Donc, faut améliorer la force musculaire. Les gens qui sautent haut sont très forts par rapport à leur poids, sont très rapides, donc de pratiquer la vitesse. On peut faire de pratiquer des sauts, c'est idéal pour pratiquer la vitesse, donc de forcer vite, de mettre comme Usain Bolt, c'est le meilleur sprinter parce qu'il met de la force rapidement dans le sol, il se propulse plus vite que les autres. Et de pratiquer la technique, faire une belle extension des hanches, du genou et de la cheville, bien utiliser les bras. Puis toujours d'y aller pas trop haut, un box trop haut, on est à risque de blesser. On peut mettre j'avais mis une petite capsule, tu peux mettre un box haut de même puis sauter comme si c'était beaucoup plus haut. Donc, on n'est pas obligé d'atterrir en petit bonhomme. Même des fois, quand je vois des gens qui se mettent trop haut, puis ils font pas une extension complète quand ils sortent, ils restent en petite boule. Ils travaillent pas super bien leur saut comme ça. Donc, et ne pas aller dans l'épuisement non plus pour des box jumps, des sauts. Si on en fait vraiment trop, un entraînement de pliométrie, c'est assez court. Il y a pas trop, tu vas pas épuiser le système nerveux central. Il faut qu'on reste alerte. Il faut pas se fatiguer. Donc, de faire des séances plus courtes, ça peut aider aussi. Puis de pratiquer la technique comme un gymnaste ou un haltérophile. C'est rare qu'ils vont à l'échec musculaire, qui se fatiguent complètement. Et justement, apprendre un mouvement, c'est moins bon quand on se fatigue trop. Je sais pas si c'est des gymnastes dans la salle, mais c'est rare que en puissance, en tout cas, on va jusqu'à l'échec musculaire. Des névrons de Morton, des exercices à suggérer. Il faudrait voir encore une fois la mobilité au niveau des os du pied. Ça peut être causé par plusieurs choses. Ou faire attention aussi avec des souliers trop minces, trop étroits qui pourraient comprimer les métatarses en avant. Donc, faire attention à avoir des souliers assez de marcher de nu-pied, avoir des souliers moins serrés. Hey, bonsoir tout le monde. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Donc, je laisse avec ça tout le monde. Merci beaucoup de votre écoute pour le premier live Accès Physio. Si vous avez d'autres questions, écrivez-moi, ça va faire plaisir. Merci beaucoup de votre participation. Puis, on se revoit très bientôt, la gang. À plus!